Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bonne année à tout le monde. Espérant que vous avez passé un beau temps des fêtes. On pourra d'ailleurs dire qu'on fait un beau afuera pour 2024. Aujourd'hui, sans plus attendre, on a une invitée très spéciale, Héloïse Coulombe de Génération Ambition, la comparse de Joey Aubé, notre ami de Yann et Frank, qui va s'entretenir avec nous tout bonnement, en toute cordialité. On s'entend là, ça va être très plaisant. Ou ce sera pas un entretien d'embauche, ce sera pas une interview où on va essayer de la mettre dans un mur ou de l'encadrer dans la sévérité. Bref, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toujours un grand plaisir de recevoir des invités de marque. Mais merci à vous de m'avoir invité. Donc, ce qu'on voulait voir ici, c'est pas savoir si Héloïse connaissait Von Mises, si elle connaissait Friedman, si on devait s'empêtrer dans des considérations théoriques libertariennes, libéraleuses, etc. Non. On voulait savoir ce qu'une jeune femme de son temps pense, c'est quoi ses aspirations politiques, qu'est-ce qu'elle veut changer, est-ce qu'elle veut faire la fuera de la société social-démocrate québécoise, veut-elle arriver comme une révolutionnaire, non pas de gauche, mais plutôt de droite. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast à l'instant. Donc, je passe la parole à mes braves collaborateurs, donc Francis et Exact. Serge. Tu sais, juste faire un peu un topo, c'est un topo général sur la situation au niveau de la dette qu'on a au gouvernement, juste pour mettre les choses en perspective. Parce que ça a quand même un impact qui est important, qui est un peu insidieux, je dirais, sur les jeunes. Ah, Tu veux montrer le compteur de la dette? Ouais, il vient d'apparaître. J'avais un bug. Pourtant, tu peux l'autoriser, mon brave. Ouais. Tu peux pas? Semble-t-il que non. Bon. Alors, le compteur de la dette est d'un Exactement. trillion, 355 milliards, 500 millions, 812, 813, 800... C'est merveilleux. Exactement. Et dans cette dette-là, de mémoire, il n'inclut pas les municipalités et autres, c'est juste le Canada. On n'a pas le Québec, on n'a pas les provinces canadiennes, on n'a pas les territoires canadiens, c'est juste la dette du Canada. Ce qui Mais nous c'est laisse une juste belle dette par contribuable de 40 000 Et je vous confirme, ça monte au fur et à mesure. Et tu sais, on pense à l'impact au niveau des jeunes. Euh, je me considère encore comme jeune à 33 ans, mais je pense Oui, à Héloïse qui est dans le début vingtaine. Pour elle, chanceuse. l'impact va être majeur et elle va le traîner encore plus longtemps. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir un peu ta vision à ce niveau-là, Héloïse. En Ben passant, oui, on est dimanche le 5 janvier, donc pour ceux qui pensent que c'est un peu dommage, parce que probablement lundi, demain, le 6, on va être déjà à deux trilliards. On va savoir qu'est-ce que Héloïse en pense. ben c'est parce que la dette est déjà immense au Canada. Au Québec, c'est quelque chose comme 335 milliards, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Fait que c'est énorme aussi dans notre province, là. Ça peut nous freiner sur bien des aspects. Ça peut nous freiner sur l'accès à la propriété parce qu'il faut falloir rembourser cette dette-là éventuellement. Déjà qu'on a Ouais. un déficit comme jamais vu au Québec, là, 11 milliards, c'est énorme aussi, là. Donc, éventuellement, il va falloir rembourser ce déficit-là, puis la dette aussi qui vient avec. Fait que accès à la propriété, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile pour ma génération d'avoir accès à ça. Ça fait peur un peu. C'est quelque chose que je vois beaucoup là, parmi les jeunes autour de moi, là, c'est qui veulent avoir accès à une première maison, mais c'est très difficile d'imaginer ça. Le coût de la vie, de manière générale, qui continue d'augmenter. Ben, aussi, si on compare, là, pour les étudiants à l'université, au cégep, là, il y a 25 ans, on travaillait, les étudiants ne travaillaient pas autant pendant leurs études. Ils travaillaient surtout pendant l'été, puis quelques heures pendant la semaine, un peu pour payer leurs appartements, pour payer. En fait, je parle de manière générale, là, c'est pas tous les jeunes évidemment, mais de manière générale, ils devaient travailler beaucoup moins pour pouvoir justement continuer à se nourrir puis à se loger. Là, ce que je vois, c'est que les jeunes autour de moi, il faut qu'ils travaillent énormément d'heures. Il faut qu'ils travaillent peut-être 20 heures, 25 heures, en plus d'être à temps plein à l'université. C'est très difficile, là, juste pour arriver à manger dans la semaine, là. Puis c'est qu'on on le voit à quel point on va devoir rembourser cette dette-là pendant longtemps aussi, justement en payant plus de taxes, plus d'impôts. Ça va toujours être sur notre dos là, que ça va revenir au final. Fait que Mhm. c'est ça qui est inquiétant, là.
quand on regarde ça Non, c'est aller. ça, puis c'est très, très bien. Puis c'est normalement, vous êtes probablement la première génération qui va être plus pauvre que ses parents. Comme tu parles, l'accès à la propriété, surtout genre au Canada puis au Québec, c'est absolument incroyable. Au Québec, c'est un peu moins pire que dans le reste du Canada. Là. On parle de Toronto, Vancouver. Mais je sais pas, si vous voulez être déprimé, là, vous pouvez aller genre chercher c'est quoi le prix c'est quoi une maison d'1 million, mettons, au Texas, en Georgie, aux États-Unis. Tu vois, c'est Non. un château. Mais Serge, Genre pas à besoin d'aller à 1 Toronto. million, là. Je vais Non, je une maison. sais, je Écoute, sais. une maison comme que je vais avoir dans Bellechasse, qui est un bungalow de 38 par 32, grosso modo, là. Tu prends le même bungalow au Texas, il va être Ah ouais. moitié prix, là. Puis, Je vais être dans Serge, tu Bellechasse. parlais de Vancouver, justement. Je pense que j'ai vu quelque chose comme quoi ça. Tu sais, au salaire moyen, ça prend à peu près 29 ans là, à quelqu'un à Vancouver juste pour avoir sa mise de fonds là, Oui, pour pouvoir s'acheter une maison. C'est énorme. Là. Non, ça n'a exactement. aucun Puis, tu sens. sais, comme tu mentionnais un petit peu, ça va juste devenir pire avec le temps. L'impact de la dette actuelle pour vous autres, ça va être pire. Parce que en réalité, une dette publique actuelle, si tu la gères mal, c'est les impôts futurs, en réalité, que ça représente. Si on Fait que peut dans... donner un peu d'espoir, c'est que la génération Z, que Héloïse Coulombe, excusez-moi, mon Dieu, ça va bien aller, Caroline. C'est le blanc autour d'elle qui fait Imaginez si déformer son notre nom. invité était arabe libyenne, je m'aurais cassé 8 dents. Mais donc, Héloïse Coulombe est la dépositaire de la génération Z. Notamment, je veux dire, sincèrement, si on voit de la façon dont la jeune génération gère leurs propres dépenses, est bien mieux certainement que ma propre génération. Curieusement, le ratio d'endettement, peut-être oui, est assez prononcé parce que le salaire ne rejoint pas les dépenses. Mais au niveau de l'endettement sur les cartes de crédit, etc., j'ai l'impression que la génération Z est positivement bien avisée, contrairement peut-être à la génération Y ou X qui m'a précédé, celle de... Non, Serge est toujours milléniaux, est toujours millennial Je suis le présentement. dernier des milléniaux. T'es le dernier, c'est ça. Si tu dis que c'est 80, je suis 80, Ouais. c'est le T'es dernier. le dernier ou t'es le premier, en fait? Ça dépend quelle base tu le regardes. Je suis le dernier des X. Je suis le dernier des X. Le dernier des X, premier des J'y libéraux. tiens ce titre, le dernier des X. Petite Bon, question, bon. Héloïse. Si, par exemple, votre génération, moi je m'adresse à toi comme si je m'adressais à... C'est un peu un collectiviste, hein, je pense que on va parler en on et en nous, parce qu'on est sur les trois à fois. Donc c'est antinomique. Mais si, par exemple, la jeune génération qui gagne un salaire et qui gère ses propres dépenses, et s'il le fait de façon bien configurée, est-ce que tu penses que ça va se transmuter un peu dans cette culture-là et que finalement les jeunes vont réclamer de la part des instances gouvernementales plus de rigueur dans des dépenses publiques, par exemple? Est-ce que tu penses que cette culture-là que vous êtes amené à avoir, peut-être, est-ce que ça va se transfigurer dans les Je pense que demandes? c'est très possible que ça se fasse comme ça. C'est quand même un effet de société à quelque part. S'il y a juste une personne qui demande des comptes, il n'y en aura pas beaucoup de rendus, j'ai l'impression. Mais si on est une gang, une génération complète à dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on va avoir un retour, peut-être qu'à un moment donné, on va en avoir un plus grand aussi. Côté transparence aussi, ça peut peut-être être important, mais j'ai l'impression que je n'étais pas au courant par contre que notre génération avait tendance à mieux gérer, là, mais j'ai l'impression que malheureusement, on pourrait gérer encore mieux si on avait des vrais cours d'économie, entre autres au secondaire. Puis ça, on en a. Mais ça, ça manque beaucoup. Là. Mes cours d'économie au secondaire, on voyait des grands concepts abstraits, on voyait en fait, je me rappelle pas de quoi on a vraiment parlé que j'utilise aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il n'y a rien qu'on a parlé que je retiens et que j'utilise dans ma vie aujourd'hui. Là. On aurait pu apprendre que c'est important d'épargner. On aurait pu apprendre comment ça marche l'impôt, comment ça marche l'inflation, c'est quoi l'impact de la dette. C'est toutes des petites affaires importantes là, qu'on aurait pu apprendre, voir. Ça aurait pu nous responsabiliser aussi, côté argent, tout ça, mais J'ai c'est... 45 ans, puis j'ai jamais encore utilisé d'algèbre, juste pour le dire comme ça. En fait, Non, mais c'est tu vrai, tu as l'utilises tout à sans fait t'en raison. servir. Ouais, c'est ça. Tu l'utilises sans t'en rendre compte. Mais tu Sinus, m'ouvres une belle cosinus, porte. tangente, puis c'est l'auxiliaire à voir avant, bref, Non, etc. mais désolé, C'est- sin costane, si t'es en génie, tu t'en sers tous les jours. Là. Écoute, Je te le moi, je confirme. suis un science humaineux, donc Mais tu m'as ouvert une belle porte, Héloïse. Sam, si tu peux partager. slide suivant. L'UQTR
offre des cours de littératie financière et fiscale ouverts à tous. C'est 2 profs d'université qui ont vraiment basé le cours dans le but d'être capable que les parents éduquent leurs jeunes avec ça, parce qu'ils sont conscients qu'il y a des manquements un petit peu à l'école, puis peut-être jusqu'à un certain point, c'est dur de définir c'est quoi le rôle de l'école là-dedans aussi. Là. C'est difficile un petit peu à ce niveau-là. Il avait créé ce cours-là. Tu as les 2 profs en question ici, 2 CPA. Et tu as comme 5 semaines, avec chaque semaine, c'est un module différent. C'est vraiment bien fait, c'est gratuit, accessible à tout le monde. N'importe qui peut le faire. Fait que c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Sinon, tu as des OBNL aussi qui existent. J'ai un blanc, c'est non. Tu as Yann Sénéchal de Yann et Frank. À une époque, il faisait des conférences, des genres de petites présentations dans les écoles avec un OBNL, où ce qu'il allait faire un peu d'éducation financière auprès des jeunes. Une école en particulier où ce qu'il allait, c'était une école dans le fin fond de Bellechasse qui était un peu une école alternative pour tous les élèves qui étaient sortis de leur classe ou qui avaient des problèmes de consommation ou autre. Fait qu'il allait leur faire un petit peu d'éducation financière là-dessus. Fait qu'il y a des possibilités qui existent. C'est juste, je pense que c'est mal connu ou mal maîtrisé. Et c'est pas assez popularisé. Fait que c'est difficile pour les gens d'y avoir accès à ce niveau-là. Parce que les ressources existent. Pour vrai. Elles existent. Il faut juste être capable d'aller les chercher. Puis de trouver le temps et la façon de l'intégrer dans la routine familiale. C'est le fun avec l'Internet, ChatGPT. Ah, j'ai 2000 dollars, comment je peux gérer mon budget, dit-il à ChatGPT. On le comprend, mais si, par exemple, on pouvait reconnecter les parents avec leurs enfants, je veux dire, les parents qui ont plus le temps, des fois, là, je veux dire, là, ils ont déjà de la misère avec les devoirs de leurs enfants parce que c'est plus en connexion avec ce qu'ils avaient déjà jadis naguère pensé. Mais dans l'époque des IA, dans l'époque des je peux apprendre par moi-même au volet de podcast, au volet de conférences comme Francis nous l'a mentionné, comment la jeune génération au final peut-elle se tenir informée en disant moi je vais faire un comité d'élèves en disant à mon école secondaire, ça serait le fun qu'on puisse adapter ou bonifier nos cours d'économie financière ou au cégep, peu importe. C'est quoi le levier de pouvoir que les jeunes ont par rapport à leur propre éducation financière? Ben moi, quelque chose de super intéressant, à mon école secondaire, c'était pas pendant le cours d'économie là, qu'on a vu ça, mais il y a un prof d'histoire qui a entendu parler des étudiants à quel point ça les aidait pas pendant tous les cours d'économie, puis il a décidé d'offrir des cours de soir en économie pour les aider pour comprendre les impôts. Puis tout ça. Il a décidé de faire ça sur son temps libre. Fait qu'il était pas payé par l'école pour ça, mais lui a entendu les étudiants, puis il a décidé de faire ça parce qu'il savait que c'était important pour nous, puis il sait que c'est important ben, pour la société en général de comprendre c'est quoi qui se passe là, autour de nous, côté économie, tout ça. Donc, je pense que si. Là, ce qui a été, c'est que c'est un prof quand même très accessible là, qui adorait parler avec les étudiants, qui était toujours là pendant les pauses dans les couloirs à discuter avec plein de jeunes. Fait que ça, c'était super intéressant. Mais ça a commencé quand même avec des jeunes qui disaient qu'ils n'aimaient pas leur cours d'économie, qui trouvaient que c'était pas utile. T'sais, plus on le dit, j'ai l'impression que plus on va être entendu aussi à ce niveau-là. Puis c'est d'aller chercher les ressources, là, comme Francis disait aussi, il y en a là, des ressources. Il y a plein de conférences. Là, je sais qu'il y a plein de conférenciers aussi de l'IEDM là, qui peuvent, qui parfois qui font des événements. Il y a plein de choses là, qu'on peut aller, des ressources qu'on peut aller chercher là, pour en apprendre plus là-dessus. Puis avec tous les podcasts, là, on a full accès à Internet là, dans notre génération. Donc, en écoutant des podcasts plus d'économie, tout ça, ça peut être intéressant aussi. L'IEDM, les méchants pétro-masculinistes de droite. C'est pas crédible, ils sont payés par les frères Coste. Fait que c'est pas crédible, ça, là. Embarque-moi pas là-dedans. Et tu sais, il y a des parents qui nous écoutent, possiblement la génération X est la plus abondante sur le Patreon d'Yann et Frank. Là, c'est pas un mystère ou un secret, mais je pense qu'il y a des jeunes qui nous rejoignent, et des boomers aussi qui disent non, mon temps est pas fait, puis c'est pas vrai qu'on va répéter les erreurs du passé. C'est beau de casser du sucre sur le dos des générations, on le sait bien. En ça, c'est très québécois. Il n'y a pas plus québécois, malheureusement, parce qu'il y a des bons côtés de la culture québécoise. Mais le mauvais côté, c'est de casser du sucre sur les boomers vont casser du sucre sur les silencieux, etc., etc. Alors, je pense pas que Génération Ambition s'inscrit dans cet ordre-là en disant on va pas répéter les erreurs du passé, mais on va pas non plus dire j'accuse les générations précédentes d'avoir brisé la jeunesse avant même qu'elle ne naisse
Je pense pas que c'est le discours de Génération Ambition qui est plus dans un contexte positif, plus alternatif. C'est pour ça que on a invité Héloïse, qui n'est pas une propagandiste ou une pamphlétaire qui va dire c'est de la faute à l'immigration, c'est à cause de ci et ça. C'est pas ça. Hein. Je veux dire, je pense pas que sur le Patreon VIP+, je pense pas vraiment que les gens, s'ils se rendent là, vont s'imaginer que Génération Vision est un groupe de droite identitaire qui reprend les vieilles formules du chanoine gros. C'est pas ça. Hein. Mais Non, absolument pas. c'est quoi? C'est quoi pour toi? Comment tu t'inscris là-dedans? Ben, c'est que Génération Ambition, justement, c'est vraiment pas ça, la description. C'est la description opposée, en fait, je pense. C'est que nous autres, on est vraiment plus un groupe de jeunes qui a décidé de se rassembler ben, pour dire ce qui nous dérangeait. Entre autres, tout ce qui est économie, on le voit que ça va mal, puis on n'entend pas beaucoup parler par les jeunes. Puis pourtant, c'est quelque chose qui nous concerne énormément parce que ça va nous suivre pas mal toute notre vie. Là, surtout si ça continue dans cette direction-là, ça va nous suivre nous, mais ça va suivre aussi les prochaines générations. Fait que c'est pour ça aussi qu'on se rassemble. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir les débats. C'est pas faire plein de propagande, là, c'est ouvrir les débats sur c'est quoi ce qui se passe en ce moment qui nous dérange, c'est quoi qu'on peut changer aussi. Puis on veut, c'est ça, si on en parle, comme je disais tantôt, plus on en parle, plus on va finir par se faire entendre aussi. Donc c'est aussi ça Mais, le but. mais aussi, comment on change la politique justement pour prendre des enjeux comme ça en considération? Parce qu'on a plus l'impression que les politiciens sont beaucoup plus préoccupés à gagner la prochaine élection au lieu de penser à la prochaine génération. Donc, comment on peut changer la politique justement pour avoir une vision plus générationnelle de la politique? Mais là, j'ai l'impression que peut-être que les gouvernements actuels commencent à avoir peur un peu en voyant qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller voter à droite justement, parce que c'est ceux qui se préoccupent de ces enjeux-là. Puis qui vont arrêter d'aller voter pour Parti libéral, puis la CAQ, puis tout ça. Si vous Québec solidaire, c'est pas eux autres qui vont gagner le vote des jeunes, ça va être les partis conservateurs. Puis je pense que c'est parce que ces partis-là, ben, ils sont en train eux autres d'en parler, de ce qui nous préoccupe. Si peut-être, ça peut changer quelque chose, là, une élection, ça aussi. Là, si on en parle, puis que les partis nous entendent, puis qu'ils en parlent, ben, on va aller chercher une génération au complet. C'est quand même, c'est pas rien non plus. Imaginez une génération qui, auparavant, la génération Boomer, qui s'était battue notamment contre la guerre du Vietnam et tout ça, donc le mouvement hippie, le Peace and Love et compagnie, réclamait, notamment avec la Révolution tranquille, mai 68, je veux pas faire l'histoire des origines jusqu'à nos jours, mais ceux-là ont quand même eu comme conséquence d'amener plus d'État. Comment ça se fait qu'un jeune qui, dans sa crise d'adolescence, dit « Je veux plus d'autorité de mon parent. Je veux pas prendre mes décisions pour moi-même. Je veux que Papa Mouma, incarné par la gouvernement, SQFD, Madame Marcotte, comment se fait-il que des jeunes se tasseraient avec Québec solidaire en disant « Non, notre système québécois est pas tout à fait encore assez autoritaire ou du moins étatique. » Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui restent pognés dans cette mentalité-là de dire « Non, moi je préfère qu'on prenne mes décisions à ma place. » Ça m'a Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés aussi par rapport à tout ce qui est centre-droit, droite, conservateur. Tu sais, on s'imagine que c'est tous des anti-avortements hyper religieux, anti-avortements, ça, hyper religieux en tout cas, qui sont ancrés dans juste le passé puis qui veulent jamais rien changer, qui veulent pas faire évoluer la société, alors que c'est vraiment pas ça quand on se penche sur les programmes. Là, on est souvent plus des partis politiques conservateurs qui veulent faire avancer les choses, qui veulent faire avancer l'innovation, qui veulent faire avancer la croissance de notre pays. Donc, c'est quelque chose aussi qui va changer un peu. Là. C'est beaucoup de préjugés sur c'est quoi un parti conservateur. Puis, j'ai l'impression que ça change beaucoup. Entre autres, je pense que notre génération est écœurée aussi d'avoir le gouvernement toujours présent dans nos vies. Là. Entre autres, juste ministre de la Santé, je pense qu'il parlait qu'il voulait obliger les étudiants en médecine à travailler dans le public pendant 5 ans. Je pense que c'est pas nécessairement le rêve de tous les étudiants d'être obligés d'aller travailler dans le public. Là. Ouais, tu sais, Fait que je pense je prends un peu qu'est-ce que tu nous présentes là, je fais une belle courbe. Tu sais, imagine que dans ton contexte à toi, que le gouvernement t'obligerait à être procureur de la couronne pendant 5 ans avant de pouvoir peut-être faire de la pratique privée. Pas sûr, ça passe, là. non, ça passe pas. Puis je pense que c'est aussi pour ça là, qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui se retournent vers plus, en fait, vers moins d'État. C'est moins d'intervention de l'État dans leur vie. Mm. Mhm.
Mais il y a aussi ce que je trouve aussi la différence entre la gauche et la droite, c'est souvent quand tu dis à gauche, ah ben le gouvernement va s'en occuper, puis c'est comme tu te poses plus de questions, le gouvernement est omniscient à s'en occuper. Mais aussitôt que tu parles de déréglementer, d'enlever une loi, d'enlever un programme, c'est ah mais tu vas faire quoi pour ça? Tu sais, on dirait que comme la droite, il faut qu'elle fournisse toutes les réponses immédiatement, alors que quand tu vas à gauche, le gouvernement va s'en occuper, inquiète pas de ça. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, gauche versus droite, dans la mentalité de beaucoup de gens, là. C'est qu'on a été tellement habitués aussi à un système d'État-providence très, très présent Mhm. que c'est comme si ça fait peur. Maintenant, c'est comme inconfortable de se dire qu'on va avoir des responsabilités. Il va falloir être autonome. Ça fait. Ben, Des fois, j'ai l'impression que c'est ça aussi, ça fait un peu peur à mhm. certaines personnes. Ouais. Puis c'est pas- Changer du mode automatique à manuel, hey, pas question. Ouais. Puis écoute, c'est aussi une question que je vais citer un concept qui est la Statrix. Mes deux collègues la connaissent. Dans le fond, je sais pas si tu connais la matrice, Héloïse. Ouais. Bon. Il y a un philosophe américain qui a fait un peu le même concept. Il a pris le concept de la matrice, puis il l'a appliqué à l'État comme tel. Le concept, il l'appelle la Statrix, la matrice étatiste en français. Où ce qui dit que le premier impact de la Statrix, c'est la perte de créativité. Parce que tu es tellement habitué de toujours te retourner vers l'État pour la solution que tu as de la misère à voir comment tu es capable de trouver une solution sans passer par l'État. Mais c'est une problématique qui est vraiment, vraiment présente au Québec, un petit peu partout, mais je l'observe particulièrement au Québec. Puis les gens, pour en avoir discuté avec quelques-uns, je me rends compte que vous avez encore cette créativité-là. Vous n'êtes pas encore rentré dans le moule tout à fait. Puis on dirait que c'est cet aspect-là d'essayer de vous casser, de vous rentrer dans un moule, de perdre cette créativité-là, qui fait en sorte que vous avez le goût d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je regarde, mettons, un gars comme Sam qui s'est promené dans à peu près toutes les idées politiques possibles avant de revenir à ce qui est aujourd'hui. J'ai eu la même idée en passant. Elle n'était pas aussi complexe. On pourrait en revenir dans un Afuera spécial Ouais, parce oui. que c'est compliqué. Mais c'est pas important, c'est Héloïse aujourd'hui. Oui, excuse. Je dévie de temps en temps, ça m'arrive. Non, j'ai assez parlé. Moi, je préfère que notre invité puisse se porter à l'éloquence qui la préoccupe. Dans le fond, ça veut absolument rien dire, cette phrase-là, mais tout simplement pour dire que qu'est-ce qu'une jeune femme, en tout cas, si elle se sent cisgenre femme, parce que semble-t-il que c'est ça. Maintenant, l'identité, bon, je suis une jeune personne, j'arrive en ville. J'arrive dans la vie où j'ai une situation où j'ai eu des parents, j'ai eu une famille, j'ai eu une société qui m'a précédé, mais j'ai aussi des aspirations qui me sont propres. J'ai des rêves et j'ai des ambitions. Et j'incarne ma génération pas dans un contexte où, ben, hein, c'est les mœurs du temps, c'est le zeitgeist, c'est la culture, donc je suis empêtré là-dedans. Non, je suis un individu, j'ai un rêve, j'ai un choix de carrière que je veux entreprendre, je veux prendre le risque de prendre des études. Où est-ce qu'on est rendu là? Sans trop aller dans le privé, je veux pas être indélicat, mais où est-ce qu'on en est là-dessus dans cette volonté? Ben, je pense que il y a beaucoup de jeunes qui ont, en tout cas autour de moi, il y en a beaucoup qui ont de l'ambition, qui veulent avoir peut-être leur entreprise puis tout. Moi-même, j'aimerais ça travailler à mon compte plus tard aussi, puis tout ça, mais c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent justement avoir leur entreprise, mais que ça coûte énormément cher, puis qu'avec, tu sais, avec son rêve, c'est d'acheter une maison, éventuellement, de fonder une famille. C'est quelque chose qui semble un peu inaccessible. Après ça, il va falloir que tu fasses des choix. Est-ce que je priorise de financer une entreprise ou de financer une maison? Est-ce que c'est ça aussi, à quelque part, qui peut peut-être euh, mettre des barrières là, ou mettre des bâtons dans les roues de plusieurs jeunes, là, de ce que je constate, moi, personnellement. Là. Ben, tu dis qu'il y a qu'il y a des jeunes qui veulent avoir une famille. Voyons, on me disait que tous les jeunes voulaient protéger l'environnement, puis d'avoir des enfants, ça scrapait l'environnement. C'est quoi cette histoire-là? Ben oui, ça a l'air que ça fera pas brûler la planète. Mais non, c'est un rêve, mais c'est un rêve que ça veut pas, ça coûte cher. Être confortable en vie, puis avoir des enfants, avoir une maison, avoir une auto, avoir des études, avoir une entreprise. Puis mais quand on voit qu'on finance toujours la dette qui continue d'augmenter, puis qu'on va toujours payer plus. En fait, il y en a beaucoup qui voient pas la lumière au bout du tunnel aussi. On voit juste que les taxes, les impôts, ça va continuer à nous tomber sur la tête, là. C'est ça qui fait peur pas mal aussi, j'ai l'impression, sur ce plan-là. Là.
On dirait que le gouvernement essaye volontairement ou involontairement d'étouffer les rêves des jeunes. C'est ça qui est c'est un peu triste. Là. Moi, je suis le plus vieux de la gang. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas incité, mais je trouve ça vraiment triste. Qu'est-ce qui arrive avec les prix des maisons puis la dette. Là, en tout cas, c'est. Puis là, j'ai comme deux petites nièces aussi. Puis là, je me pose plein de questions maintenant. C'est comme genre, wow, c'est quoi, c'est quoi la société qu'ils vont avoir? Ils seront rendus adultes, ils vont être capables d'acheter une maison. Ça m'inquiète quand même beaucoup, mais je trouve ça le fun d'avoir des jeunes comme toi là, qui portent le combat. Mais ça, c'est parce que ça impacte pas juste notre génération. Là. Si ça continue même, ça impacte aussi les générations de tes nièces aussi, puis des générations d'autres, des prochaines générations qui vont suivre. Donc, c'est ça aussi qui est inquiétant sur ce plan-là. Et pendant ce temps, on a, en passant, chacun a ses enjeux, mouvements féministes, mouvements écologistes. Souvent, ces mouvements-là sont très holistiques. Hein. C'est pas l'individu, c'est la masse, c'est pas. Voyons dire. C'est le salut de l'âme si c'est pour les religieux, c'est le salut de la nature si c'est pour l'environnement, et pour les indépendantistes, c'est le salut de la nation, donc les Français, on parlera plus français, le Québec va être submergé. Comment se fait-il que des jeunes aujourd'hui se tendent à de vieux discours qui, oui, bien sûr, c'est important de comprendre tous ces enjeux-là, mais c'est comme si c'est quelque chose qui nous dépasse. L'environnement, mère nature, l'indépendance d'une nation, on parle quand même de 8-9 millions de personnes. Comment se fait-il que on n'a jamais vu autant de dépendantistes? C'est-à-dire que tout nous dépasse. Tout est post-apocalyptique. Hein? L'apocalypse climatique, l'apocalypse religieux pour ceux qui sont tout nus dans la rue à New York, puis qui scandent des... Oui, j'ai vu ça l'année passée. Quand ça se fait, on est dans une période où on est complètement névrotique. Pourquoi, à chaque fois que quelqu'un dit « Ouais, mais moi, j'aurais des ambitions, j'aurais des questions », ça y est, t'es une égocentrique, t'es une individualiste crasse de droite libertarienne. Comment ça se fait aujourd'hui que Héloïse Coulombe parle non pas « je parle au nom de 8 millions de personnes », mais parle au nom d'elle-même? C'est épouvantable, ça. Je pense que c'est beaucoup les médias les grands médias là, qui ont amené aussi des idées, comme on parlait d'environnement, comme quoi il faut absolument parler de ça parce que sinon, ben, on est individualiste, on pense juste à nous. Il faut absolument. Je pense qu'il faut pas. Il n'y a pas juste un discours à un moment donné, puis faut s'en rendre compte aussi. Là. C'est pour ça aussi je pense que les jeunes, on commence à s'en rendre compte plus que certaines autres générations aussi, sans faire des clivages. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment s'en rendre compte. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de jeunes voter plus à droite ou avoir l'intention de voter plus à droite aussi. Fait que, non, je pense qu'on commence à avoir plus à cœur aussi nos libertés individuelles aussi. Là, c'est quelque chose qu'on a vu être beaucoup piétiné dans les dernières années, entre autres pendant la crise sanitaire. On a vu qu'on a marché sur nos libertés. Puis je pense que c'est quelque chose que ma génération veut pas permettre au gouvernement de reproduire dans le futur. Fait que c'est quelque chose qui commence à nous faire peur un peu, mais à nous motiver aussi à nous impliquer plus. Non, tout à fait. Puis comme tu parles des libertés individuelles, c'est quelque chose qui touche tout le monde, pas juste les gens à droite. Je sais pas comme toi, on a tous les deux été candidats pour le PCQ à la dernière élection. Moi, j'en ai vu beaucoup des gens qui étaient QS, qui sont venus me voir, qui étaient genre oui pour plus d'État, mais qui avaient quand même une très forte appartenance à leur liberté individuelle, puis sont virés PCQ à cause de la pandémie. Toi, je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu aussi là, dans ta campagne, là. On fait un petit détour, là, mais. Ouais, ben oui, j'en ai vu. En fait, j'en ai vu plusieurs. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est des jeunes aussi qui s'intéressaient pas nécessairement vraiment à la politique. Vraiment, c'est quoi qu'on propose pour vrai au Parti conservateur du Québec versus chez Québec solidaire. Puis dès qu'on s'intéresse un petit peu plus, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte que sont beaucoup plus conservateurs qu'ils pensent. Fait que c'est ça aussi j'ai l'impression qu'il va faire un peu pencher la balance de ce côté-là sur certains aspects. Puis même, en ce moment, je pense que c'est aussi le contexte là, qu'on a aussi, le contexte économique au Canada, au Québec, qui fait plus pencher la balance aussi, parce que, en tout cas, j'en connais un jeune qui est très gauchiste de manière générale sur plein d'aspects, mais qui me dit qu'il allait voter conservateur au fédéral aux prochaines élections, mais juste pour cette année-là. Juste cette année, parce que ça va vraiment mal. Mais après ça, il retourne à droite, à gauche, pardon. C'est intéressant, ça. Il lui donne un bail. Donc, un jeune de gauche, travailliste, ou du moins, peut-être, ou à la limite, on ne sait pas. Je veux dire, il a ses aspirations, il a ses discours. Ça, c'est une première, j'entends. Je trouve ça intéressant. Donner un bail à quelqu'un en disant, bon, M. Poilievre,
Il est peut-être proche des milieux religieux, bon, peut-être, peu importe, là, la conception qu'il a ou les conclusions. Je vais passer un bail. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça je trouve ça merveilleux, d'ailleurs. On devrait tous faire ça. On Ben, aurait c'est dû super peut-être faire ça intéressant. une fois. Ben, c'est super intéressant parce qu'il faut pas, faut pas rester coincé dans nos idées. J'ai l'impression qu'à un moment donné, quand ça marche plus, on va aller voir ailleurs, puis on va revenir après quand ça va marcher mieux. Côté politique, bien évidemment. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même très, qui, qui, qui est très intéressant, là, qui me racontait. Là, c'est quelque chose. Il se reconnaissait plus dans les idées de gauche. En fait, il se reconnaît dans beaucoup d'idées de gauche, mais il n'a pas l'impression que ça va être des solutions pour lui dans son futur. Fait qu'il va Mais tu voter sais, conservateur. non, mais parce que je trouve ça super intéressant, mais parce que souvent, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'idées préconçues de la gauche puis de la droite. La gauche, c'est genre on prend soin de notre prochain, puis la droite, c'est individualiste, puis on se fout des autres. Là. Alors que pour moi, c'est des concepts qui existent pas vraiment. Là. C'est comme plus d'autorité ou plus de liberté. Puis je pense que tu sais, tu peux être très à droite et très impliqué dans ta communauté et te préoccuper des gens. Puis tu peux être très à gauche, puis genre, ah, je veux que les autres s'en occupent, et moi, je veux rien savoir, je reste dans mon petit coin, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que, moi, je trouve que c'est des concepts qui existent plus ou moins, ou qui sont plus dans la tête des gens, là, mais Ouais, je suis bien d'accord avec toi, là. C'est très abstrait, je trouve, gauche-droite, là. On sait pas trop. Il y a des fois, il y a des politiques qui vont être associés à un parti de droite, mais ça va être des politiques plus de gauche ou proposées par un parti à gauche. C'est un peu abstrait quand même, là. C'est pas fixé dans le béton, j'ai l'impression, là. tout Ah à oui, fait. exactement. Puis, tu sais, en même temps, la personne que tu nous parlais, sans le savoir, respecte un peu l'idée de la Confédération canadienne à ce niveau-là. Parce que la Confédération canadienne, en théorie, elle est très décentralisatrice. Elle laisse beaucoup de pouvoir aux provinces. En théorie, je dis bien. Fait que, tu sais, ce qui fait en sorte que tu peux être, au niveau fédéral, très à droite, mais au niveau provincial, dans les champs de compétences de la province, très à gauche. Et c'est normal, ça fit, c'est normal. C'est c'est quelque chose qui se fait très bien, mais on n'est pas habitué avec cette réflexion-là, parce qu'on est toujours dans la guerre politique partisane de Ah, je suis à gauche, je vote avec telle gang, je suis un tel. Ah non, lui, il est un conservateur, c'est un méchant. Ça nous empêche un peu d'avoir ces réflexions approfondies-là. Là. Mais je pense que de pouvoir voir les deux côtés, ça va permettre d'ouvrir un peu plus le débat aussi, là. Mhm. C'est ça exactement, là, juste de dire que, bon, OK, cette année, je vois que ce côté-là, peut-être que ça vient plus me chercher. Ben, tu permets une plus grande ouverture d'esprit, tu permets d'ouvrir les débats, tu permets de faire avancer les choses au final, là. J'ai l'impression que, c- et c'est une aspiration, un espoir probablement idéaliste et romantique, mais j'espère que les jeunes vont se, vont s'émanciper des discours au profit des réflexions. Je m'explique. Plutôt d'avoir quelque chose de cané, une cassette, que ce soit la vieille gauche traditionnelle, travailliste, syndicaliste, ou la gauche progressiste, que ce soit la droite anarcho-capitaliste ou la droite rongeuse de Ballus. La jeunesse peut-elle se proroguer une pensée qui est à elle, bout de vierge, tu sais, d'avoir ses propres espoirs en disant moi je veux ça. Puis je sais, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai une communauté, j'ai un village, un quartier, et je suis capable de comprendre que mon voisin est ma limite. C'est au moins ces paramètres-là pourraient venir de la jeunesse et non pas apprises au cégep ou à l'université, juste dans des conversations sur un banc de parc en attendant l'autobus en disant hey, ça serait très cool ça. Puis ça, il n'y a pas de ist, il n'y a pas de isme par rapport à ça, mon coup. J'espère que ça va arriver, mais j'en doute. T'as des Mais amis, ça Sam? serait génial. Il est bitch avec moi le matin. C'est parce qu'il me dit tantôt qu'il m'insulte parce qu'il est jaloux. Ça veut dire que j'ai plus d'amis que lui. Non, mais c'est une side joke de tantôt. Ouais, mais ce Ton serait, ce micro, serait ça génial, là, ce limite, que tu dis, là, que Francis. ça vienne. Oh, Non, vas-y. OK, ben c'est ça, ce serait vraiment génial là, que ça vienne des gens directement plutôt que de quelque chose qui est déjà écrit puis qui répète. Là. Ce serait super que. Mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on va avoir qu'on va avoir des nouvelles idées. Là. Ça va être avec les discussions de ce style-là. Je pense qu'il y en a déjà, mais peut-être pas assez. Là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. T'avais quelque chose à dire, Serge. J'ai entendu un couinement de chaise. Je me disais, c'était peut-être ça ta question. Couic, couic, couic.
Non, Du morse c'est avec sa chaise. c'est Mhm. ça. Le Faut pas vrai. que je bouge trop, faut pas que je bouge trop, sinon. Non, la mienne aussi, elle craque. Ça peut être moi en background aussi. Mais, tu sais, on parle beaucoup négativement, mais en même temps, je veux donner un peu une lueur d'espoir, si on veut. Il y a des pays qui ont réussi à bien gérer leurs dettes, ou du moins à faire des efforts en ce sens. J'en ai, j'en ai deux que je pense que ça vaut la peine de présenter. Euh, on parlait avec Sam avant que tu arrives, Héloïse, de l'Estonie, un des pays baltes. Quand ils ont eu leur indépendance, ils ont fait un choix volontaire d'avoir une dette publique très basse, volontairement. La plupart du temps, ils se tiennent d'un coin de 20% du PIB. Tandis que dans le cas du Canada, on est à 106-107% du PIB, pour donner un référentiel. Euh, Ils ont fait ce choix-là pour toutes sortes de raisons, mais majoritairement parce qu'ils pensaient que ça allait un endettement public faible allait aider à la croissance économique future. Puis quand on compare d'où ce qu'ils partent, où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, on n'a pas le choix de dire que ça a quand même fonctionné. Un autre choix qui est peut-être plus applicable à nous autres si nos gouvernements arrêtent de se pogner le cul. Désolé, c'est mon petit commentaire éditorial ici. Je voulais avoir ton opinion à toi, pas celle du PCQ. Je voulais avoir vraiment la tienne par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, surtout au niveau gazier. Parce que tu prends l'exemple de la Norvège qui s'est bâti un fonds souverain avec le pétrole, avec le gaz, qui sont capables aujourd'hui de financer beaucoup de leurs programmes sociaux à même ce fonds-là. Je me demande ta vision à toi, comment est-ce qu'on pourrait, en sachant qu'on a beaucoup de réserves dans notre sol, comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter? Ce serait quoi la meilleure façon si tu es pour l'exploitation? Moi, je suis pour l'exploitation. Je sais pas comment exploiter des ressources, personnellement, mais je sais qu'il faut faire avec le je suis pas d'accord pour le faire au détriment des populations qui vont vivre sur les territoires qu'on va exploiter non plus. Fait que je suis vraiment en faveur de l'exploitation de nos ressources, dans le fond, entre autres pour de nos gaz naturels, tout ça pour pouvoir l'exporter, entre autres, dans les pays qui vont chauffer au charbon, tout ça. J'ai appris en écoutant le podcast de Jordan Peterson puis Poilievre que, en fait, on aurait on on serait plus, écologique au Canada si on envoyait nos ressources dans des pays comme l'Inde, tout ça, qui chauffe au charbon, que si, on n'existait même pas. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne chose au final. En plus, on pourrait bâtir notre économie. Moi, je suis vraiment en faveur là, de l'exploitation de nos ressources là, de ce côté-là. Il faut juste le faire de manière responsable. Il faut respecter des normes environnementales qu'on va établir pour ça. Il faut le faire avec l'acceptation des populations qui vont vivre sur ce territoire-là, mais je pense qu'il faut le faire. Mhm. Un beau segue, Francis, pour peut-être un prochain Afuera. Cette discussion des ressources En naturelles, avance. on va en jaser plus dans les prochains podcasts, mais je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, quand on regarde la gradation des ressources, tu sais, les peuples sur la Terre, ils veulent vivre, ils veulent survivre. Et je veux dire, la source première d'énergie, ça va être le bois. C'est probablement une des sources les plus polluantes qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, genre, de dézoner l'Amazonie pour se nourrir, faire des terres. Après ça, il y a le charbon, après ça, le gaz naturel, ou tu sais, le pétrole, le gaz naturel, puis le nucléaire. Fait qu'en effet, c'est juste de faire passer des gens du charbon au gaz naturel ou même au pétrole ou au nucléaire. Je veux dire, on a des gains environnementaux incroyables. Puis je pense qu'on a une vision un peu encadrée au Québec. C'est comme genre, on dirait que les changements climatiques ne dépassent pas les frontières. Alors que, tu sais, si l'Inde pollue, puis la Chine ouvre une centrale au charbon par semaine, je veux dire, ça va nous impacter. Je veux dire, on vit tous sur la même planète. Fait que, puis, mais je suis d'accord aussi avec ta vision que, tu sais, je veux dire, on peut pas, genre, déplacer Val d'Or au complet parce qu'on veut exploiter une mine, tu sais. Fait que c'est trouver un peu la balance. En tout cas, moi, je trouve que je suis pas d'accord avec ta vision, là, mais un peu la balance Malartic l'a entre fait. exploiter puis. Pardon? Malartic l'a fait, by the way. Déplacer un village. Mhm. En Suède aussi, ça s'est fait, déplacer un village pour une mine. Là. C'est des choses qui se font, mais c'est toujours ambigu. C'est tout le temps ambigu. Dans le cas de Malartic, c'était écoute, on vous donne deux choix. C'est soit on vous paye le déménagement puis bonne fin de journée, ou c'est on vous loge et vous travaillez dans la mine. Il y avait des choses comme ça qui peuvent s'offrir. Est-ce que tu peux partager, Sam, en background que j'avais mis? Ça m'y Sam revient est dans 2 disparu. minutes. OK.
Il revient dans 2 minutes. Bon. Et voilà, on voit le partage en background. Je revenais sur la source que tu citais, Héloïse, par rapport à l'Inde. Je l'avais vu passer par Adrien Pouliot sur X. Dans le fond, c'est dans une conférence donnée par l'économiste en chef de la Banque nationale qui a sorti les chiffres, les mêmes chiffres que Poilievre a cités dans le podcast avec Peterson. Dans le fond, c'est que si on enverrait notre gaz naturel liquéfié en Inde pour qu'ils puissent l'utiliser pour générer leur énergie par la suite, on aurait une économie de 2,5 milliards de tonnes, ce qui équivaut à 3 fois les émissions totales du Canada. Pas du Québec, du Canada en entier. C'est un impact qui est majeur. Ça leur permettrait de réduire la moitié du charbon qu'ils utilisent présentement. C'est vraiment pas quelque chose qui est à négliger. Ça a un impact qui est incroyable. Et au final, tous les politiciens qui sont venus ici pour avoir du gaz naturel liquéfié, ils sont arrivés le nez. On leur proposait de l'hydrogène vert à la place. Là. L'hydrogène vert, mon Dieu, j'aurais dû partir plus longtemps. Mais c'est ça que je trouve plate avec le débat environnemental, c'est qu'on semble plus intéressé à présenter une belle image vertueuse plutôt que de faire des actions très concrètes comme justement exploiter le gaz naturel pour remplacer du charbon ailleurs. On n'a pas une vision globale, on a une vision comptable. On analyse nos colonnes de chiffres à nous sur notre territoire. Puis on ne regarde pas la globalité, l'impact que ça a sur les autres. Je regarde le port méthanier là, de Saguenay, là, où des jeunes sont souvent tournés vers le DEP, les études professionnelles, qui veulent arriver sur le marché du travail plus rapidement. Ils ne veulent pas aller à l'université, c'est correct. Ils ne veulent pas aller dans le secteur technique, peut-être par la suite, mais ils veulent arriver dans un secteur du travail plus rapidement. C'est le cas dans l'Abitibi, c'est le cas en Gaspésie. Les jeunes sont souvent amenés à être plus autonomes rapidement. Et c'est très correct, je veux dire, on favorise d'une part l'aspect professionnel, l'aspect technique, peut-être l'aspect universitaire aussi. On parlait notamment là, de l'acceptabilité sociale, les fameux BAP, le Bureau d'audience publique. J'ai parlé dans le temps des fêtes à plusieurs jeunes, début vingtaine, qui étaient étaient en beau crise par rapport au fait qu'on leur coupait cette alternative-là de pouvoir aller travailler plus rapidement dans un secteur qui était florissant. Mais en raison des écologistes, en raison des mairies, en raison des discours qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà canés, on a coupé le courant pour ça. On a mis ça à off. Et pourtant, c'est un peu antinomique d'une jeunesse qui voudrait s'exprimer dans son autonomie et qui voudrait travailler plus rapidement, de se couper de ces secteurs d'industrie-là. Moi, je trouve ça absolument ironique. C'est quelque chose, ça fait pas si longtemps. On n'en a pas tant parlé que ça, mais c'est un des autres nombreux cas d'école, autres cas de figure. Donc, comment la jeunesse peut conjuguer ses choix de... Parce qu'on s'entend, les jeunes puis les très très vieux, on s'en fout. On veut rejoindre l'aspect médian des électeurs qui sont déjà dans leur discours canné. Comment les jeunes peuvent conjuguer cette vision-là en disant « je veux travailler plus rapidement ». Puis d'ailleurs, c'est un des projets qui me tient à cœur. Pourquoi on n'a pas vu des jeunes se soulever autant que ça pour ces ports-là ou ces industries-là? J'ai l'impression que c'est encore une fois beaucoup la faute du discours médiatique qui va dominer dans les médias. On se dit que si tu es d'accord pour ça, en fait, si tu veux t'impliquer dans des entreprises qui polluent, ben, t'es le méchant dans l'histoire. C'est toi qui va causer des problèmes au Québec, puis tu vas être mal vu, tu n'auras pas d'amis, tu vas être tout seul dans ton bar. Fait que j'ai l'impression que il y a beaucoup de bien pareil dans ce côté-là, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont y aller pareil là aussi. Là, puis c'est juste qu'il faut l'encourager plus. Là. On a besoin des travailleurs qui vont aller dans ces industries-là aussi. Il faudrait l'encourager plus. Il faut arrêter de faire comme si c'était quelque chose d'horrible, là, que c'était une idée qui avait aucun sens, puis que ça allait détruire notre planète, tout ça. Je pense que c'est important de justement travailler là-dedans, puis on va pouvoir innover, puis rendre ça. Tu sais, s'il faut rendre ça plus vert, on va rendre ça plus vert, mais il faut innover pour ça, là aussi. Ah, tout à fait. Puis c'est ça un peu. Je suis en train de perdre mon idée pendant que je suis en train de parler.
Mais c'est ça, on a toujours une vision de genre, si on n'est pas genre, faut de l'auto électrique à tout prix, genre, ah, mais on est contre l'idée des véhicules électriques en 2035. Ah, mais t'es contre l'environnement. Non, je suis pas contre l'environnement. Je pense que la vision environnementale, c'est au lieu d'être la décroissance, pour moi, c'est la croissance, c'est l'innovation scientifique. Donc, c'est quelque chose que je porte beaucoup d'intérêt là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, il faut prendre aussi en considération que les peuples pauvres se préoccupent pas de l'environnement. Je veux dire, on a juste à regarder de la littérature scientifique ou dans l'histoire, les peuples pauvres se préoccupent pas de l'environnement. Leur simple préoccupation, c'est de survivre. Alors que si on est riche, si on crée de la richesse, si on a des jobs payants, si on exploite nos ressources puis qu'on génère de l'argent, là, on est capable de se préoccuper de l'environnement. C'est comme la Norvège le fait, comme d'autres pays le font. Fait que, je pense que c'est cette vision-là qu'il faut avoir au niveau environnemental pour arrêter justement de se laisser catégoriser par les grands médias que parce qu'on n'adhère pas à l'idée préconçue d'une certaine élite de gauche qu'on est contre l'environnement. Tu sais. Puis il n'y a pas de consensus scientifique non plus pour dire que la seule solution pour protéger l'environnement, c'est de rien exploiter, de rien faire non plus. Il n'y a pas un consensus qui dit que 100% des scientifiques disent qu'il faut, ou des chercheurs en environnement qui disent qu'il faut couper toutes les entreprises qui polluent. Là. Ah non. C'est pas. Puis tu sais, je dis, je suis un scientifique moi-même, là. Je veux dire, le consensus scientifique, c'est le concept le plus galvaudé qui Ouais. n'existe pas. Là. Je veux dire, ça n'existe pas un consensus. Un consensus scientifique n'est pas une vérité scientifique. Je veux dire, c'est toi une opinion présentement qui est partagée par plein de monde, mais je veux dire, demain, on peut avoir une découverte qui fait changer complètement notre compréhension d'un concept. Je veux dire, c'était un consensus scientifique que les continents étaient immobiles. Tout le monde était d'accord, c'est impossible que les continents bougent. Oh, finalement, 50 ans plus tard, tu te rends compte que les plaques tectoniques existent. Et même dans le consensus scientifique, ça pourrait être un podcast au complet, là, mais il n'y a pas de consensus scientifique. Oui, l'homme a un impact sur l'environnement. Okay? Mais comme tu dis, il n'y a pas de consensus scientifique qu'il faut absolument être de la décroissance ou il faut genre éliminer le pétrole. Ça n'existe pas, ça. C'est des. Puis je pense, à un moment donné, comme. Il faut challenger les médias quand ils nous sortent des concepts comme ça pour étouffer le débat, pour étouffer la discussion. Il faut les challenger pour poser des questions. Dire, OK? OK, ben, explique-moi quoi, comment, quelle source. Là, tu vas te rendre compte que ces médias-là n'ont aucune idée de quoi tu parles. Puis l'environnement, c'est pas monopolisé par les jeunes, parce que Greta Thunberg et tout ça. C'est un discours qui est très vieux, même très passéiste. Parce qu'on s'entend que les syndicats au Québec, les vieux syndicalistes, pardon, on peut dire syndicaleux aussi, ont monopolisé cet aspect d'écologie-là, notamment l'erreur boréale et tout ça. Ben, devinez quoi, il y a des jeunes ingénieurs, des jeunes scientifiques qui ont poussé notamment les normes ISO, qui ont poussé un capitalisme plus vert. Ben, c'est parti des jeunes, ça. Et pourtant, on avait les vieux chialeux qui voulaient pas se faire couper des jobs, notamment par des techniciens, ou du moins, ils voulaient pas arriver dans l'aspect de la destruction créatrice, là, comme disait pas Schopenhauer, mais Schumpeter, qui est aussitôt qu'on se fait enlever nos jobs, ben, c'est des techniciens qui prennent nos places, parce que c'est mieux rémunéré, mais il y a des jeunes qui ont participé à cette technologie-là. Et pourtant, tout ce qu'on voit, on dit, ah ben, les jeunes, c'est clair, Québec solidaire, Parti vert, NPD. Donc, non, il y a des jeunes qui font, je pense qu'il y a un capitaliste qui peut être vert, je pense qu'il y a des usines qui peuvent avoir des traitements, notamment, en disant, bien au contraire, le fait qu'on traite nos déchets et on les réutilise, ou tout ça, ça nous rapporte plus d'argent. Ben ça, ce discours-là, dans le zeitgeist médiatique, on l'entend pas. Comment ça se fait? Est-ce que Génération Ambition pourrait traiter de ces questions-là, notamment? Oui, nous autres, le but, c'est justement de pouvoir offrir la voix, la parole au plus de jeunes possible aussi. Sur nos réseaux sociaux, là, on en avait quelques-uns là, déjà qui ont osé prendre la parole, qui veulent faire passer leurs idées. Nous autres, on invite tous les jeunes de Génération Ambition, tous les membres à faire des vidéos, à dénoncer ces affaires-là, puis ou nous proposer des idées pour que nous, on dénonce ces affaires-là aussi. Ça nous prend, c'est le but, en fait, du mouvement, c'est de dénoncer, puis c'est de parler, de dire c'est quoi nos préoccupations, puis c'est d'ouvrir le débat aussi. Fait que c'est sûr que si on traite pas de ces questions-là, ben on ouvre pas le débat plus que les autres médias. Donc c'est ça aussi de ce côté-là. Oui, c'est absolument, on peut traiter de ces questions-là. C'est ça. Puis, tu sais, je dis, un jeune
qui va, mettons, à l'université, puis qui, par ses études, va en chimie, puis découvre un procédé révolutionnaire vert qui va remplacer une méthode extrêmement polluante, va avoir beaucoup plus d'impact sur l'environnement que genre couper l'exploitation des gaz naturels au Québec. Là, à un moment donné, faut. L'avenir de l'environnement, c'est les jeunes, la recherche, la science, la technologie. Puis je trouve ça c'est le fun de t'entendre parler de ça. Là. J'essaie de mettre l'URL, mais il est en lettres attachées, donc j'ai bien compris. Mouvement Génération Ambition au singulier.com. Donc on le rappelle d'aller voir leur site qui est quand même très bien fait. Contrairement à bien des sites de partis politiques ou de mouvements antérieurement, mais moi je trouve ça C'est vraiment bien. notre président de l'association, c'est Sacha Thibault qui l'a fait au complet lui-même. Donc, on est vraiment très content de son travail. Là. Il en fait beaucoup, beaucoup pour le mouvement. Là, c'est super. Bravo à lui, bravo à tout le monde. Bon, regarde, là, c'est mieux, là. Ils changeront là, sur Yann Je veux dire, c'est la tâche, tu sais. Génération Ambition. Donc, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, mouvement générationambition.com. Donnez généreusement, même si vous êtes vieux Exactement. comme moi. Exactement. Ben, officiellement, on est encore en âge de pouvoir adhérer. Non, by moi, the je suis way. moi. mort. Je suis Pas moi. sec. Non, toi, t'es trop vieux, Serge. On est ça à la limite, Sam. C'est pour Moi, ça je que suis je sec. voulais inviter. Une des raisons pourquoi je l'ai invité, Héloïse, c'est qu'ironiquement, j'ai déjà parlé à Joey. Je me sens un peu comme le vieux crouton de la gang. Je suis littéralement le plus vieux, by the way. Fait que c'était un peu ma façon de redonner à Génération Ambition, même s'il m'en reste plus une tonne de temps à pouvoir m'impliquer avec eux autres. T'aurais arrêté là, Je vais même s'il mourir. reste plus de temps. Il Je me reste laisse plus de ça temps pour aller. l'impliquer, je vais mourir. Ah, ça, c'est un peu de Mais faire là, si voir. toi, t'es un vieux crouton aussi, ça veut dire quoi pour moi, ça là? Toi, t'es un arrière-grand-père déjà mort, man. T'es desséché, t'es une momie. C'est Serge, on comprendra qu'il a déjà bercé Akhenaton. Là. On parle pas du rappeur ici, là, donc le défunt pharaon qui nous a quittés trop jeunes, malheureusement. Exactement. Mais tu sais, Héloïse parlait des vidéos qu'ils ont faites déjà de Génération Ambition. Sur leur TikTok, il y en a quand même beaucoup. Elle veut pas, le mouvement va rejoindre un peu plus où ce que les jeunes sont. Ils sont un peu moins actifs sur le groupe Facebook, plus actifs sur TikTok, sur Discord aussi, un peu Ils plus. sont pas dans les forums. Les groupes, les forums, c'est les internets. Non, TikTok. Vous êtes partout. Ben, vous On est avez partout. On est TikTok, X, YouTube, Twitter, Instagram. j'ai dit Twitch. Mais non, mais on est sur Discord aussi. Il y a beaucoup, si vous voulez devenir membre, là, je parle à tout le monde, s'ils veulent devenir membre, vous pouvez nous écrire, puis, ou aller sur notre site internet, là, devenir membre, puis on va vous ajouter aussi dans le groupe Discord. Là, il y a beaucoup de discussions qui se font là-dessus aussi. C'est le Par fun de curiosité, discuter avec d'autres jeunes. C'était quoi? C'est quoi les limites d'âge? On a mis jusqu'à 35 ans. Pourquoi on peut encore y aller, Sam? C'est ça. On est des vieux croutons, mais. Mais pire, tout le c'est que- monde, Ça a été présenté par cette crème anti-rides qui est à base de poudre de pharaon. Donc. Mais tout le monde peut quand même nous encourager. Là. Il n'y a pas de limite d'âge là-dessus. Mais non, on a mis une limite d'âge à 35 ans, dans le fond, pour un peu dire que c'est la génération qui va être plus concernée là, par notre message. imagine, il arrive avec son petit cardigan, ses petites lunettes au bout du nez, avec des cordons, puis il arrive au comptoir pour dire moi, je veux donner. Il rapporte un temps en dessous. Vous irez vous acheter des bonbons avec ça. Puis là, il s'en va, puis le monde trouve pas ça drôle. Mais c'est juste lui qui rit, puis il part. Ça serait intéressant. Mais, on a un petit segment. Tu veux-tu sauter au bloc 3, Francis? Je pense qu'on était dans le bloc 2. Pas vraiment C'est suivi, je pense. Ouais, honnêtement, c'était juste un document de réflexion. Pas obligé de le suivre, le pacing. C'est un bloc, il faut y aller. Non. Écoute, je vais faire mon Dominique Moret, on fuck le pacing. Oui, c'était tout le temps pas mal ça. Je voudrais pas être celui qui fait la programmation pour Moret, honnêtement. Là. Oh, God. On lui envoie nos salutations. Ouais, ça, mais écoute, je te dirais, on est pas mal rendu au bloc 3, justement, qui était au niveau de l'implication des jeunes, Héloïse. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les jeunes s'impliquent plus, que ce soit dans Génération Ambition ou qu'ils s'impliquent plus tout court dans leur société en général? Là? Je pense que ça va partir aussi avec. En fait, plus on va s'informer sur ce qui se passe autour de nous, plus on va avoir tendance à vouloir s'impliquer, on va se sentir plus concerné par ce qui se passe, fait qu'on va vouloir faire notre part.
Fait que plus on continue de s'informer, je pense que c'est d'en parler aux gens autour de nous, de parler un peu de ce qui se passe autour de nous, de parler des mouvements du style Génération Ambition, mais il y en a d'autres aussi, Generation Screwed aussi. Il y en a une couple là, qui sont super intéressants pour les jeunes aussi. Je pense que plus on en parle, plus on va vouloir s'impliquer. Ça va être, je pense que c'est en faisant passer des messages de ce style-là aussi, de dire c'est quoi qui va mal, c'est quoi qui t'inquiète toi, puis les jeunes vont sentir plus d'intérêt aussi dans leur à mettre de l'énergie dans leur avenir. Avez-vous des partenariats là-dedans? Je veux dire, Generation Scrooge, je les avais oubliés. Nicolas Gagnon, notre ami de la Fédération des contribuables, y était. Et j'avais décidé d'avoir un titre beaucoup plus positif. Génération déconstruite, brisée, détruite. Génération Ambition, tu sais, on s'entend? Mais non, on n'a pas, c'est pas un partenariat. On n'a pas Non. de partenariat avec, Ou du moins des personne. collaborations, des... En fait, on n'est pas fermé à aucune collaboration, mais on n'en a pas du tout pour Ok. l'instant. Là, on est vraiment par nous-mêmes. On n'a pas Indépendant. de financement non plus, à part autre que les dons puis les membres. Donc, si on reste plus de notre côté, un peu de ce côté-là, mais on est ouvert à toute collaboration, évidemment. On veut faire des projets de conférences, tout ça. Donc, on va vouloir collaborer avec certaines personnes, certains organismes dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc, mais on n'est pas fermé à des collaborations, mais ce ne sera jamais des collaborations qui vont être permanentes. Temporaire, que ce soit avec des partis politiques. On le réindique ici, Génération Ambition n'est pas la jeunesse du Parti conservateur. Non. C'est une plateforme La- qui est la- jeune, qui est la déjà de preuve- toute façon, le Parti conservateur n'a pas de jeunesse en tant que tel. Ah, ils n'ont pas, Non. ils ont pas de jeunesse. Puis, tu sais, la preuve qu'il n'y a pas. C'est pas strictement les conservateurs qui peuvent être là. Exact. Sacha vient du bloc de mémoire à la Ouais. base. Il y en a plusieurs qui viennent du bloc, en fait. Il y a moi qui est l'étrange, qui vient des libéraux. T'es toujours l'étrange, toi. Ouais, même parmi les libéraux, je suis un étrange. Là, fait que... En fait, t'es l'étrange parmi les libéraux parce que t'es libéraux. Ouais, ben écoute, c'est triste. je t'avais de partir pour les mêmes raisons que Joe Hamel était parti, parce que Joe est un ancien libéral aussi, by the way. Là. On en reparlera avec demain. Ouais, on s'en parlera éventuellement, oui. Il y a une petite partie, moi je voulais incarner l'avocat du diable et non pas Gilles Proulx puis Stéphane Gendron, ça serait épouvantable parce que même Patreon nous couperait, hein, même TQS ont été capables de garder ces deux-là. Mais l'avocat du diable, vous savez, c'est l'expression consacrée en disant mais je vais me faire l'autre partie, c'est-à-dire la gauche en tant que telle. J'imagine qu'Héloïse, dans sa belle présentation, dans sa belle personne, va être invitée par des podcasts un peu plus collectiviste ou proche de Québec solidaire. Je lui espère fort bien pour que justement cette conversation-là ne s'amenuise pas qu'à des groupes libéraux de droite et compagnie. Pourquoi pas même voir, tu sais, j'allais dire les identitaires. Très mauvaise idée. Bref, je cancelle ma dernière idée. Mais j'avais comme une petite liste de questions. Tu peux répondre à brûle pour point sans... tout au fois, je veux dire, La question qui tue. La question qui tue, ouais, c'est ça. J'avais marqué plusieurs types de questions, notamment pourquoi ne pas, en passant, ces questions ne sont pas les miennes, c'est mon imagination. Pourquoi ne pas redistribuer la richesse pour garantir une plus grande égalité sociale? N'est-ce pas un rôle essentiel de l'État de corriger les inégalités criantes du système capitaliste? On l'entendrait bien, ça. Ben, j'ai l'impression que redistribuer la richesse complètement, c'est un peu utopique là, de penser que ça va fonctionner. Là. Ça finit par être un système plus communiste au final. Là. Puis on a vu dans des pays comme Cuba, entre autres, là, ça fonctionne pas. C'est pas du vrai communiste, répété 40 fois. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner à long terme. Là. De toute façon, on redistribue déjà un peu la richesse par les impôts, justement. Puis je pense que c'est souvent les personnes les mieux nantis, justement, qui vont être capables d'en donner plus. Au final, souvent, les gens qui vont aller donner de la soupe, mettons, ça va être des gens qui vont avoir les moyens aussi de le faire. Puis pas que. Il y en a qui vont prendre les moyens de le faire, qui vont trouver les moyens de le faire, mais j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup, qu'on fait notre part. C'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir venir en aide là, à tout le monde, au plus grand nombre, mais c'est pas. Je pense pas que c'est réaliste. Je pense que c'est très utopique de penser qu'on peut avoir une parfaite redistribution de la richesse. Là.
Donc, Héloïse est d'ailleurs en faveur du volontarisme. Le Mais marché tu libre sais, peut-il réellement répondre aux besoins des citoyens plus vulnérables sans une intervention étatique significative? Ça reviendrait un peu essentiellement à la même chose. Comme le marché libre, on peut pas être jamais libre. Le marché est jamais libre si les individus ne sont pas libres. Ben, je pense qu'il répète ta question? Là, je l'ai dit rapidement, excuse-moi. Le marché libre peut-il réellement répondre aux besoins des citoyens les plus vulnérables sans une intervention qui est étatique significative? Dans le fond, que le monopole de la générosité, c'est-tu vraiment l'État? Ben, je pense que, le marché libre peut répondre aux besoins des citoyens, en fait. C'est sûr je pense qu'il faut que l'État soit là, soit minimalement présent. Ça va garantir justement en ayant l'État et un libre marché, ça va garantir une plus grande compétitivité aussi. Ça va permettre d'avoir plus d'efficacité, j'ai l'impression, au bout de la ligne. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir un minimum d'État aussi pour aider les personnes qui ont vraiment besoin de l'État aussi pour survivre de manière générale. Puis c'est juste, j'ai l'impression que le marché libre peut répondre aux besoins des citoyens, en fait. J'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. J'ai l'impression que oui, en fait, ça peut répondre aux besoins. J'ai comme coupé Serge tout à l'heure, je mais tu sais, m'excuse. à base, Vas-y. ouais. Mais tu sais, à base, c'est prouvé de toute façon que les sociétés comme plus à droite ou les gens plus à droite donnent plus volontairement à des organismes de charité ou des organismes qui viennent en aide justement aux plus démunis parce qu'ils savent que leur argent va être bien utilisé. Puis si genre l'organisme qui ont donné X, là, ben, finalement, ils s'achètent l'année d'après une table en marbre de 45 000 puis qu'ils viennent pas en aide aux pauvres, ben, l'année prochaine, ils vont prendre leur argent, ils vont aller le donner à un autre organisme qui va aider mieux les pauvres. Je veux dire, c'est prouvé que c'est genre ça qui arrive. Puis qu'il y a beaucoup de monde à gauche qui se dit: ah ben moi, j'ai pas besoin d'aider, j'ai pas besoin de donner mon temps. Je veux dire, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Mais c'est pas de la générosité. Je pense que genre, c'est une plus grande prise de conscience de certains gens que je veux dire, il y a des ressources limitées, puis que si je prends mon temps, si je prends mon argent pour aider, mais tu sais, au moins, tu sais, j'aide vraiment, alors que je pense qu'il y a vraiment une différence un peu de Ah, exact. mentalité, là. Dans le trio économique, dans le passé, Vincent avait amené que la charité privée était plus efficace pour bien cibler les besoins de leur communauté. Parce que les gens, justement, ils voient visuellement les besoins dans leur communauté. Tandis que le public est meilleur pour récolter des grosses sommes d'argent. Mais après ça, ça ne se rend pas toujours acquis de droit. Et il y a une autre question par rapport à ça. Souvent, Québec solidaire a le monopole, puisque aussitôt que le salaire minimum augmente, le 1er mai, là, ils vont dire que c'est jamais assez. Les travailleurs à faible revenu ne méritent-ils pas un salaire minimum plus élevé pour assurer leur dignité et leurs besoins fondamentaux? Ben, oui, dans un monde idéal, tout le monde, aurait un salaire, assez élevé pour répondre, confortablement à leurs besoins. Mais j'ai l'impression que si en même temps, si on demande à une petite entreprise de faire des grosses augmentations, ça pour chacun de leurs employés, mais c'est des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire ça et qui vont peut-être pas survivre à ces augmentations-là, qui pourront avoir de la misère après ça à vendre leurs produits, à vendre leurs services à des coûts raisonnables ou au même coût qu'ils font en ce moment. Fait que, j'ai l'impression que en fait, plus on les pousse à augmenter les salaires de leurs employés quand ils n'ont pas les moyens de le faire, ben plus on contribue pas à maintenir leur compétitivité, là, puis les produits vont juste finir par coûter plus cher. C'est l'impression que j'ai, de prime abord, là, par rapport à cette question-là. Parce qu'une entreprise qui a pas les moyens aussi de payer ses employés plus, ben, elle va juste finir par fermer parce qu'elle aura pas les moyens de payer ses C'était employés en continuant ses activités. c'était ma petite voix dans ma tête en disant ben là, si on pas assez d'argent pour engager, ben qui engage pas, qu'ils fassent tout eux-mêmes. Hein? Pourquoi Ouais, mais pas? tu sais, je veux dire, si le salaire minimum était vraiment de richesse, pourquoi pas le mettre à 50 de l'heure? Tu sais, comme, je pense que c'est Vincent Geloso, probablement, c'est comme scier les barreaux d'une échelle. Si tu empêches Ouais. les gens de monter à l'échelle, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, tu crées plus de problèmes que tu en causes. Puis, tu sais, comme tu disais, c'est le minimum. Genre, j'ai posté, je pense que c'est hier sur mon Twitter, genre, une, une boutique de waffles, c'est quoi? C'est des gaufres. Des Des gaufres. gaufres. La propriétaire est genre très, très, très à gauche, économie sociale, blablabla, mais avec le salaire minimum à 20 de l'heure, elle est obligée de fermer. Elle était super à gauche,
qui veut venir en aide à sa communauté, qui veut aider, mais genre parce qu'il est obligé de payer ses employés 20$ de l'heure, elle n'a plus les moyens d'arriver et d'être capable d'être rentable. Fait qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est une certaine balance entre la capacité de payer des compagnies, puis je veux dire, la rentabilité de l'entreprise, puis un peu, c'est un peu ça. Les Là. jeunes, les femmes monoparentales, c'est eux qui souffrent le plus dans une condition où c'est plus elles et eux qui sont dans une situation de précarité en raison du salaire minimum. Mais la société du Québec n'est pas une société d'économie de la misère. Se veut aussi un tremplin. Je pense pas. Il y a des gens qui vont rester au salaire minimum, bien sûr, mais habituellement, c'est quelque chose qui est occupé par des étudiants et les étudiants vont arborer de meilleures conditions plus tard. Donc, il faudrait toujours augmenter de quoi ils nous donnent jamais de chiffres. Il faudrait augmenter à 25, à 30. C'est des chiffres excessivement arbitraires. Éducation. Pourquoi l'éducation devrait-elle être laissée aux mains du privé si l'objectif est de garantir à tous les citoyens un accès égal aux opportunités? Ben, je pense pas que ça devrait être uniquement privé en éducation. Je pense que c'est important aussi que le public fasse sa part, justement pour ceux qui n'ont pas nécessairement les moyens de se rendre au privé. Mais je pense aussi que le système, de la manière qu'il est fait, c'est pas nécessairement super efficace non plus, là. Je pense qu'on pourrait permettre aux écoles justement d'avoir plus de responsabilités, de décentraliser en fait, puis de revoir leur responsabilité, leur autonomie aussi directement dans les établissements scolaires. Ils savent beaucoup plus c'est quoi qu'ils ont besoin que le gouvernement, en fait, que les fonctionnaires. Là. Ils savent beaucoup plus c'est quoi que leur école a besoin. Fait que je pense que ça pourrait rendre ça plus efficace au final. Puis je pense aussi que de permettre aux parents d'envoyer leurs enfants dans l'école qu'ils veulent, au public aussi, là, dans le fond, là, pas juste l'école de leur quartier, ça va permettre d'avoir plus de compétitivité entre les écoles. Ça va peut-être permettre aux écoles publiques d'être plus efficaces au bout de la ligne. Fait que j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il y ait du public dans les écoles, mais faudrait que ce soit plus efficace. Là. Il y a des moyens. Il faudrait qu'on cherche vraiment les façons de rendre ça plus efficace là, pour l'éducation. La Norvège le fait déjà, pourtant. Puis, il y a comme tu le dis très bien, je pense qu'il y a une dichotomie, genre, on essaie d'opposer privé et public, alors que je pense qu'il faut les deux. Je pense que le mot, c'est la compétition. Comme tu l'as dit, genre de laisser les parents envoyer les enfants à l'école de leur choix. Faisait des cours de droit d'économie, je veux dire, ça, c'est excellent, c'est une initiative célébrée, puis c'est ce genre de choses qui doit être encouragée, puis c'est pas une question de privé versus public, c'est une question de professeurs, d'institutions qui connaissent les besoins mieux que le gouvernement central avec leurs étudiants. Qui donnent aussi les étudiants qui, je pense que tu as démontré très bon là-dessus au début. Là. Il y a un petit bug du coup. Ouais, les bugs de son, c'est pas juste moi. Hein. Non, exactement, je pense que... Serge, tu peux refresh ta page parce qu'on a manqué des bouts de ta dernière allocution, excuse-moi. Là. Mais tu sais, je vais refaire un peu du pouce sur ce qu'on a compris de ce que Serge disait. Tu sais, c'est vraiment de mettre en compétition un peu plus le public, le privé. Il y a des belles initiatives qui se font publiques. Entre autres, l'exemple que tu donnais avec ton prof qui a commencé à donner des cours en parascolaire, si on veut, d'économie. Ça avait donné des bienfaits, c'est certain. Tu sais, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Plus de compétition public-privé. Je veux avoir ton opinion sur la meilleure façon de la mettre en place. C'est-tu, par exemple, des bons d'éducation, c'est-à-dire qu'on finance, on donne l'argent aux parents et que le parent, par la suite, va décider d'envoyer son kid où il veut. C'est-tu d'avoir la gratuité scolaire, peu importe que ce soit privé, public. C'est quoi, selon toi, la meilleure option à ce niveau-là? Je pense pas que la gratuité scolaire, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer parfaitement non plus. Là. Mais des bons, ce serait intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait quand même une grosse réflexion là, sur comment on peut vraiment favoriser cette compétition-là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour permettre aux parents d'envoyer leurs enfants où ils veulent aussi, s'ils décident d'aller justement dans le privé. C'est sûr que ça favoriserait la compétition. C'est sûr que ça favoriserait le fait qu'il y aurait peut-être plus d'enfants qui seraient envoyés dans les écoles privées. Mais ça mériterait une plus grande réflexion que ça. Là. Ça mériterait plus de plus d'attention là, sur cette question-là, j'ai l'impression.
Un 2-2. Je pense que je m'étais mis sur mute. On parle souvent de monopole. On parlait de la monopole de la générosité hein, que l'État détient, semble-t-il. À contrario, donc dans cette société qui est mieux. Si les grandes entreprises, les riches, ne devraient-ils pas faire leur juste part d'impôts pour contribuer à la société dont ils bénéficient? Parce que les grands riches ont des... J'essaie d'être sérieux en lisant mes questions, c'est un peu difficile, excusez-moi. S'ils devraient faire leur juste part, ben oui, mais ça dépend c'est quoi la juste part, en fait. La juste part, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui va être assez abstrait. C'est difficile à évaluer quand même, c'est quoi la juste part pour chaque personne. Mais je pense aussi qu'il faut pas aller trop loin, faut pas décourager les entreprises d'ici. Si on les bombarde de plein de taxes, plein d'impôts, justement, pour qu'ils fassent leur juste part, mais ils vont juste s'en aller ailleurs. Là, si c'est trop intense, ils vont s'en aller du Québec, ils vont s'en aller du Canada. Fait qu'il faut quand même que ce soit équitable. C'est ça qui est complexe. Là. J'ai l'impression que de ce côté-là, c'est un peu difficile à évaluer. C'est quoi qui est la juste part, qui est le juste équilibre entre garder nos entreprises ici puis qui payent ce qu'ils doivent payer. Peut-être que d'un côté, il faudrait surtout alléger, en fait, peut-être les règles en fiscalité pour éviter que ce soit juste les plus grandes entreprises riches ou les grands riches de ce monde là, qui se payent des fiscalistes puis des comptables à temps plein pour qui leur permettent de sauver le plus d'impôts possible. Au final, là, c'est peut-être juste ça aussi, payer leur juste part, c'est peut-être juste la juste part de l'État. Oui, c'est ça, c'est peut-être permettre à la majorité du monde d'avoir qui n'ont pas les moyens nécessairement en argent puis en temps de comprendre toutes ces règles-là, alors que les grandes entreprises super riches ils peuvent se permettre des fiscalistes à temps plein pour les aider à contourner légalement, évidemment, là, des règles de ce côté-là. Il y a un gros mythe, j'espère qu'on m'entend bien maintenant. Il y a un gros mythe dans certains milieux de gauche, comme quoi que les chefs d'entreprise, c'est des gens très à droite, très capitalistes, alors que c'est eux, s'ils peuvent éliminer toute leur compétition puis d'être le monopole, ils seraient extrêmement bien contents. Fait que c'est pas nécessairement des gens dans le libre marché et super libéraux. Puis il y a eu une époque aux États-Unis où le taux d'impôt était, je pense, à 90% pour les grandes entreprises, pour les grands, tous les riches. Le problème, c'est que le livre d'impôt faisait genre 1500 pages ou 2000 pages. C'était genre 2 pages sur les tables d'imposition, puis c'était genre 1500 pages d'exception. Je dis, telle compagnie, dans tel contexte, n'a pas obligé de payer 90 d'impôts. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des gens qui étaient capables d'avoir des fiscalistes, qui étaient capables d'avoir des lobbyistes, qui étaient capables d'aller voir le gouvernement et de dire « Donne-moi une exception d'impôt. » Et voilà. Alors que le petit joueur, lui, il n'est pas capable de faire ça. Tu sais, on parle de juste part, mais je sors de mes questions gauchistes, là. Mais la juste part de l'État, on est à l'émission Les Trois Afueras. Héloïse va donc être exposée à une question qui est très propre à nous. On parle de subventions, bien souvent. Il y a des subventions, on parcourt les pages semaine après semaine. Il y a des médias qui n'en parleront jamais du 100 000 qui donne une association pour les amputés de guerre trans en Asie du Sud-Est. Mais, je veux dire, est-ce que tu as un afuera, ça veut dire dehors? Est-ce que tu couperais quelque chose? Est-ce que tu ferais le ménage en disant, ça là, j'ai pas de conciliation à avoir, c'est afuera? Est-ce que tu as une idée comme ça? Je sais que c'est pas dans le pacing, mais je me dis, mais pourquoi cette question-là est pas là? Pour Héloïse? Mais par rapport à... Pardon, t'as parlé de subvention, c'est... Ouais, excuse, ma question était peu précise. Ouais. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les subventions, que ce soit l'aide gouvernementale, on parlait de juste part de l'État qui subventionne souvent des entreprises ou des institutions peut-être excessivement. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu mettrais complètement dehors? Que ce soit un ministère, que ce soit une institution, que ce soit une subvention? J'ai pas j'ai pas une idée précise de c'est quoi où est-ce qu'il faudrait couper, mais je sais qu'il faut couper. Il faut couper, puis c'est le problème, c'est qu'il faut couper entre autres les subventions sont pas nécessairement non plus toutes redirigées aux bonnes places. Je pense qu'il faut revoir un peu c'est à qui qu'on donne l'argent. Est-ce qu'on veut vraiment donner plein d'argent à Nordvolt alors qu'on a fait ça a été une grosse erreur. J'ai l'impression que c'est le genre d'erreur qu'on veut pas nécessairement recommencer non plus. Sinon, je pense que faudrait couper dans la taille de l'État aussi. Il faudrait couper certains endroits. Il y a trop de fonctionnaires, il y a trop d'administration, trop de bureaucratie. J'ai l'impression que plus on a un gros État, ben plus on va avoir de paperasse, puis plus ça va être compliqué. Puis
j'ai pas une idée précise de c'est OK. quel poste précisément là, qu'il faut enlever. Là, je vais Mais vraiment te mettre dans un coin. Là, on est OK. sur le Patreon, ça sortira pas d'ici. On est sur les membres plus, à moins que. Question qui tue. Dans un FOERA, couperais-tu le ministère de la Condition féminine? Je connais pas beaucoup le ministère de la Condition OK. féminine. OK, c'est C'est correct. c'est ça. Elle est humble. C'est une question qui est, tu sais, ça met dans l'eau chaude, même voire dans l'huile bouillante. Est-ce que, selon toi, non, je poserai pas d'autres plus questions. Non, je vais pas te tirer les verres du nez. Non, Je je pourrais ferai te pas. répondre à cette question-là après avoir vraiment regardé c'est quoi qu'ils OK. font. Mais pour l'instant, je voudrais pas m'avancer là, sur quelque chose comme ça. Là. Je connais C'est pas assez. correct. C'est Ouais. tout à fait Mais tu correct. sais, quand tu dis de couper aussi, c'est parce que je pense qu'il faut prendre connaissance. C'est comme dans la famille à ma blonde, j'ai mon beau-frère qui travaille pour le gouvernement fédéral. Puis le problème, souvent, c'est quand ils coupent, on va aller couper des employés dans les gens qui sont sur le terrain, qui font la job. Donc, finalement, la job, finalement, elle prend juste du recul. Mais ils ne coupent jamais, genre, dans le ministère qu'il faut qu'ils dépensent 350 000 Mhm. parce qu'il faut qu'ils gardent son budget, fait qu'ils achètent des tables et des chaises pour 350 000 parce qu'il faut qu'ils gardent son budget. Ou le 76 000 par mois qu'on dépense pour louer des œuvres d'art dans les ministères, Mhm. les bureaux de B-ministres, ou le 51 000 par mois du ministère de Mélanie Joly qui fait juste en payer de l'alcool. Ça peut. Ou, je reviens au premier Afuera de la semaine, ou la subvention à la grainerie. Ouais. Ouais, by the way, je sais là, si tu comprennes la référence. Le ministère de la Culture subventionne un atelier culturel dans le coin de Toulouse, de mémoire, qui s'appelle la grainerie. OK. C'est Ouais. du théâtre, je pense, Ah. c'est ça? C'est un Ouais, c'est stage du de théâtre. théâtre. Mais tu sais, en trois vieilles adolescents qu'on est, la grainerie nous a fait bien rire à Mhm. l'époque. Mais C'est tu un sais, ça moyen de ce podcast-là n'est pas très élevé. Ben, il l'est parce que Serge est là, puis Héloïse Ouais, comme invité, mais exactement. sinon, Sinon, moi mais et Sam ensemble, là, ça non, donne c'est un ça. drôle de show. Mais je c'est drôle que tu l'insulte, parles. m'insulte un peu. Mais c'est drôle que tu parles, tu sais, comme je te dis, ça pourrait être intéressant d'aller voir ce que le ministère des Conditions féminines fait exactement. Parce que moi non plus, genre, vite de même, je ne le sais pas vraiment. Est-ce Mhm. que je le couperais? J'aurais tendance à dire oui, mais j'aimerais ça être plus informé là-dessus. Puis ça, C'est c'est quoi, une bonne c'est quoi ces réponse. missions réelles? Non, c'est ça, mais tu sais, j'avais vu passer, puis on s'entend que c'est un autre contexte, là, mais en Argentine, avec Milei Lafuera, qui justement, il a aboli ce ministère-là. Puis après un an, on a quand même vu une diminution du nombre de féminicides en Argentine. Ouais, déjà partant, Est-ce que c'est relié? Probablement pas. tu diminues la pauvreté, tu vas diminuer le nombre de crimes Ben, à c'est ta ça. meurtre en général. Fait que, Ouais. est-ce que c'est un effet collatéral? Est-ce que c'est directement relié? C'est une autre discussion. Mais Héloïse, je vais me permettre de te lancer des fleurs. Pour une fille qui dit que l'économie, c'est pas ta force, t'as les bons réflexes. Ah, Peut-être ben pas. merci beaucoup. OK? Des fois, l'économie, c'est pas une question de chiffres comme tel. C'est une question de capacité d'analyse, de réflexion, d'être capable de voir un enjeu à multiples facteurs et d'être capable de voir, si tu joues sur un facteur, l'impact sur l'autre, c'est quoi. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, tu as les bons réflexes naturellement. Fait que, continue là-dessus, ça devrait bien aller. Je suis pas trop stressé pour toi. Ben, Notez merci beaucoup, c'est très apprécié. l'humilité de notre. Souvent, on est des fois bouffi de plein d'intentions et de prétentions. Et on est amené à s'objecter ou commenter surtout dans une société qui est assez complexe. Puis vous avez des chroniqueurs dans des médias traditionnels qui, à brûle pour point, veulent pas paraître pour des cons, mais en réalité, ils paraissent encore plus cons qu'ils ne l'est parce qu'ils démontrent leur ignorance en disant complètement quelque chose à côté de la plaque. J'avoue que la question était assez saucée, assez dangereuse dans un contexte où on n'est pas amené à savoir c'est quoi les missions, c'est quoi les enjeux d'un ministère. C'est ça, ça manque de transparence au niveau de la politique même. Et on est toujours amené à être en direct, à être sur le tas, puis des fois, à contrario, complètement à côté de la plaque. Et Héloïse n'est pas dans ce contexte-là. Je suis content de cette humilité-là. Ben, merci beaucoup, puis merci beaucoup de vos questions. Je trouve ça super intéressant pour vrai. C'est le fun d'élaborer là-dessus aussi.
Ah oui, puis c'est plaisant, je veux dire, sincèrement. On a besoin de jeunes femmes en politique comme toi. On a besoin de gens qui se posent des questions plutôt qu'ils essaient de répondre dans une idée précise, avec un discours, comme je l'ai dit, canné. Je pense que c'est le seul mot que je suis capable de dire du podcast, discours canné, la cassette. Je pense pas qu'Héloïse Coulombe est dans une cassette. C'est le fun, parce que des fois, tu regardes, il y a des gens qui qui sont issus d'ailes jeunesse de parti. Et là, tu vois, là, le jeunesse du Parti libéral, la petite cravate, puis le veston qui arrive là. Tu vois, Joey était au Qui PEC, là, arrive notamment. là, Là. là, Ben il est oui, trop long. exactement. Ou bien excessivement bien habillé, parce que lui, son père est président de la chambre de commerce, puis il arrive comme Ah ben moi, voyez-vous, là, c'est une forme de prétention que la jeunesse apporte, mais il n'y a pas pire qu'une génération vieillissante qui n'est que dans cette prétention-là de moi dire une affaire, c'est pas de même, ça marche. Alors que c'est tout à fait contraire à la logique même. Mais De toute voilà. façon, il n'y a personne qui peut avoir toutes les réponses. Fait que Mais non. avoir des réponses scannées, comme tu dis, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Il faut que tu sois capable de réfléchir. Ce qu'Héloïse a montré qu'elle était capable de faire, puis de poser des questions, puis ce que Génération Ambition fait. Puis je trouve ça extrêmement bien. C'est ça qu'il faut faire. Il faut débattre, il faut discuter, il faut amener des idées, il faut amener le pour et le contre. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est mieux dans le débat politique, là. C'est l'objectif de Génération Ambition, là. C'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de se poser les bonnes questions aussi. Puis d'amener le débat, puis d'amener les jeunes à réfléchir plus. Est-ce que vous aviez des activités ou des trucs à venir, Génération Ambition? On va en avoir plusieurs. En fait, on en a plusieurs de prévus, mais on n'a pas de date encore de fixée dans le béton. Là. Moi, j'inviterais le monde à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Là. C'est sûr qu'on va les annoncer d'avance. Là. On veut faire des conférences. Il y a plein de petits événements qu'on veut faire aussi. On va sortir notre manifeste aussi sur notre site Internet cette année. Donc, c'est à ne pas manquer aussi, avoir toutes nos valeurs, tout ce que vous avez à savoir plus sur Génération Ambition, d'où est-ce qu'on vient. Ça va être super intéressant aussi de sortir ça et d'en discuter avec les gens. Sur le site, il est marqué en construction pour Mhm. les parents qui sont middle age et que leurs jeunes sont à l'âge de raison, c'est-à-dire possiblement à 16 ans et plus. Parlez-en à vos jeunes. Dites-leur, est-ce que ça pourrait les intéresser si vous discutez avec vos jeunes autour de la table. Vous savez, moi, j'ai eu le privilège de parler avec mes parents sur l'heure du souper où j'allais marcher avec mon père. On parlait pendant 3-4 heures de la société et la vie. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les jeunes fils et des jeunes filles, mais si ça vous tente, montrez-leur ça en disant que pas besoin de t'inscrire dans un parti politique pour fonctionner. Tu sais, il y a des associations caritatives, tu sais. On parlait d'OBNL ou d'OBSL, je pense. Est-ce que vous êtes inscrit présentement comme On sur le est inscrit registre comme. des entreprises? Oui, ça, je vous ai inscrit il y a quelques mois maintenant. On s'est enregistré comme association de personnes. OK, une société Ouais. de personnes. Ouais, association de personnes, c'est ça exactement. OK, vous avez les lettres patentes et tout ça, vous avez fait votre mise Tout est fait, tout est fait. Ah, génial. Mise à jour annuelle. De toute façon, aussi, je pense que c'est mieux, justement, ce genre d'organisme-là, d'organisation-là, qui est apolitique. Parce que, tu sais, dans un parti politique, tu es comme fermé, tu as un cadre, tu peux pas vraiment en sortir. Tandis que c'est dans une association qui est apolitique, et tu peux faire bouger la fenêtre d'Overton d'un bord ou de l'autre, et influencer toutes les partis politiques à se déplacer pour aller chercher, genre, justement, où est-ce qu'ils sont les gens, où est-ce qu'ils sont les idées. Puis je trouve que c'est plus important les idées sont plus importantes que les partis politiques. Ben, c'est ça exactement, là. Génération Ambition, ben, c'est pour ça aussi là, qu'on a voulu être indépendant du Parti conservateur. C'est que pour l'instant, oui, les idées du parti viennent nous chercher, mais pour la plupart des jeunes, en tout cas, de Génération Ambition, c'est vraiment ces idées-là qui viennent nous chercher. Mais éventuellement, le Parti conservateur peut évoluer différemment de notre ligne de pensée, puis on ne veut pas avoir besoin de suivre le Parti conservateur. Là. C'est pour ça aussi qu'on voulait être indépendant à ce niveau-là là, dans Génération Ambition. C'est le mouvement de notre génération, pas le mouvement du Parti conservateur. Non, Fait que c'est ça, c'est à ce niveau-là aussi, c'était exactement pour ça là, qu'on a voulu être indépendant. Moi, je souhaite, mais fermement, on parle de fenêtre d'Overton, que votre éclairage médiatique, Joey et toi, vous êtes allés à Richard Martineau, vous avez vraiment bien fonctionné. J'ai rarement vu des jeunes aussi articulés. Joey, c'est sûr, dans le domaine de la radio, vous faites du podcast, c'est sa job. Je veux dire, de ton côté aussi, je veux dire, déjà, on te voit à une carrière brillante. Si j'ai bien compris, tu étais dans le domaine du droit et tu allais possiblement arriver. On va pouvoir faire des mises en demeure ensemble. Mais j'espère que d'autres médias, bon, là, on est en catimini, la collaboration se fait de façon presque nonchalante.
Moi, j'espère vraiment que les médias vont pouvoir vous apporter un éclairage en disant, il y a des jeunes qui se présentent, c'est pas Québec solidaire, c'est pas nécessairement la jeune chambre de commerce de Terrebonne, c'est Génération Ambition. C'est ça qui est intéressant. Puis on en a de plus en plus aussi des médias qui... on a eu Radio-Canada, on a eu... on est allé voir Emmanuel Latraverse, fait que c'est quand même c'est super intéressant. Là. Il y a de plus en plus de médias là, quand même plus traditionnels là, qui veulent nous entendre parler aussi, qui veulent nous rencontrer. Fait que ça, c'est super. Là. On commence à avoir un plus grand éclairage médiatique, justement. J'imagine que Mme Latraverse était jalouse de votre fond. T'avais pas la couture, les drones. Il y en a qui sont plus habitués au balado et au podcast que d'autres. Mais bon. Moi, je te lâcherai lousse, Héloïse. Tu peux dire ce que tu veux. On est dans les 3 Afuera. On est sur Patreon. Il n'y a rien qui peut nous arriver à part une mise en demeure d'un fonctionnaire d'État qui serait pas content. C'est la seule chose. Donc, libre à toi. Le mot de la fin te revient entièrement, sans contrainte. J'aimerais ça encourager les jeunes qui commencent à s'impliquer, commencent à s'intéresser à la politique, à s'impliquer activement en politique. Ça va vraiment définir notre avenir, en fait. Ça définit notre avenir, puis ça définit l'avenir des prochaines générations aussi. Puis je pense qu'il faut s'impliquer pour nous à un moment donné parce que c'est nous autres qui va avoir à subir les conséquences d'une dette qui grossit puis d'un déficit qui en finit plus. Fait que c'est super important qu'on continue de s'impliquer puis qu'on continue à s'impliquer de manière le plus active possible aussi. Donc, de prendre des décisions éclairées au moment du vote aussi, de savoir, au moment des élections, c'est super important de pouvoir, de savoir pourquoi et pour qui on vote. Puis, d'encourager des mouvements comme Génération Ambition, puis d'autres mouvements comme ça aussi qui veulent faire porter la voix aux jeunes, d'encourager en s'impliquant soi-même. Parfois, si ça vous intéresse de venir nous rejoindre dans le mouvement, de participer aux réunions, de discuter avec d'autres jeunes ou de juste venir nous rencontrer dans des événements qu'on va faire prochainement, là, ce serait super intéressant. C'est toujours le fun de rencontrer plus de jeunes, puis de discuter, puis d'ouvrir les débats. Puis même si vous n'êtes pas certain de vos opinions, nous autres, on est vraiment ouverts à avoir tout le monde. Puis justement, le but, c'est d'ouvrir les débats. Fait que si je vous invite à venir discuter avec nous aussi par rapport à ça, puis à continuer de vous impliquer pour vous dans la vie politique. On rappelle que Francis et moi, il nous reste 2 ans, donc on pourrait peut-être possiblement passer un bail de 2 ans avec eux, comme le jeune de gauche qui vote conservateur. Je vous laisse vos ultimes bafouilles, Francis et Serge. Moi, je me tais pour le reste. Moi, je suis trop vieux de toute façon. Moi, je suis trop vieux de toute façon pour être Génération Ambition. J'ai 44. L'ambition, c'est fini pour toi. Là. Ouais, l'ambition, c'est fini pour moi. Non, mais tu sais, comme d'autres jeunes. Mais tu sais, je trouve ça, merci pour t'être prêté au jeu et d'avoir joué avec nous. Puis je dirais aussi, c'est important de se préoccuper, oui, des élections et du vote, mais je veux dire, la politique s'occupe de nous 365 jours par année. Donc, faut que même une fois le vote ou l'élection est terminée, je pense qu'il faut continuer de s'impliquer puis de entendre notre voix parce que ça, c'est ça qui peut faire changer les politiques. On l'a vu tout ça avec la CAQ. Ils ont flashé à droite puis ils gouvernent à gauche. Il faut qu'on continue à s'impliquer puis qu'on fasse entendre nos voix. Là, puis je trouve ça vraiment le fun de voir votre organisation là, grandir puis faire entendre votre voix. Francis est brisé. J'ai rien à rajouter, je l'avais déjà dit. Il est ému. J'ai juste des enneries à vous dire, les boys, ce que j'aime mieux répéter ça là. On remercie Héloïse Coulombe. On remercie mes 2 camarades, même si le terme vocable ne s'approprie pas. Oui, c'est ça. Compañero de la Revolución de Libertad pour la Libertad, carajo. Mais merci tout le monde et à la semaine prochaine pour un autre Afueras. Ciao. Bye bye.